On pourrait croire que la meilleure façon de se rendre sur une planète depuis la Terre est d'attendre patiemment qu'elle se rapproche le plus possible. Oui, la voilà. Et de décoller à bord d'une fusée orientée vers elle. Super, salut maman, à plus tard. Mais pourquoi cette méthode n'a-t-elle pas fonctionné? Tout d'abord, les planètes, y compris la nôtre, se déplacent constamment sur leur orbite elliptique à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Votre fusée aurait donc besoin d'être placée sur une orbite elliptique, n'est-ce pas? C'est un peu comme viser une cible mouvante avec une fléchette ou organiser une fête surprise pour un ami. Vous ne voudriez pas crier « surprise » au mauvais moment. De même, lorsque nous envoyons des véhicules spatiaux vers d'autres planètes, nous souhaitons utiliser le moins d'énergie possible. Et pour atteindre n'importe quelle planète de la manière la plus simple, vous avez besoin d'une astuce spéciale qu'on appelle orbite de transfert de Hohmann. Imaginons que vous souhaitiez vous rendre sur Mars. Vous devez attendre que la Terre et la planète rouge soient dans les bonnes positions afin de ne pas vous perdre ou de ne pas tomber en panne de carburant à mi-chemin. Un voyage utilisant une orbite de transfert de Hohmann prendrait environ 259 jours. En effet, l'orbite de transfert entre la Terre et Mars prend 517 jours, et le voyage vers Mars correspond à la moitié de cette orbite. Mais ne pourrait-on pas voyager plus vite? Oui, mais cela nécessiterait beaucoup plus de carburant, ce qui compliquerait le lancement, car la fusée serait trop lourde. En fait, ce serait un peu comme un chien qui se mord la queue. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, le voyage vous prendrait 12,5 minutes. De plus, lorsque votre fusée atteint enfin l'autre planète, elle doit encore ralentir pour se mettre en orbite autour d'elle ou pour atterrir à sa surface. Cela signifie qu'elle utilisera encore plus d'énergie, même s'il y a des moyens d'en économiser un peu, par exemple en utilisant des parachutes ou le dispositif de freinage aérodynamique. C'est un peu comme si vous faisiez du skateboard et que vous deviez vous arrêter. Vous ne vous écraseriez pas contre un mur, vous utiliseriez votre pied ou quelque chose d'autre pour ralentir progressivement. Voyager vers Vénus est un peu plus rapide. Il vous faudrait environ 146 jours. Ce n'est pas si mal, mais le problème, c'est qu'il vous faudrait attendre environ 2 ans avant de revenir sur Terre. En effet, les planètes doivent se réaligner correctement pour que le vaisseau spatial puisse rejoindre l'orbite de la Terre. Au total, un voyage aller-retour vers Vénus prendrait donc environ 2 ans et 1 mois, temps d'attente compris. Et ce temps d'attente ne serait pas très agréable, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus chaude de notre système solaire. Supposons que vous souhaitiez vous rendre sur Jupiter. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de beaucoup de choses, notamment de sa position. De plus, à quelle vitesse voyageriez-vous? Si vous voulez utiliser le meilleur de la technologie actuelle, sachez qu'il a fallu un peu plus d'1 an au vaisseau spatial le plus rapide jamais construit, New Horizons de la NASA, pour atteindre Jupiter. Mais n'oubliez pas que la mission de New Horizons n'était qu'un simple survol. La sonde ne s'est pas mise en orbite autour de Jupiter. Si vous vouliez rester en orbite et explorer Jupiter de près, cela prendrait beaucoup plus de temps. Il ne s'agit donc certainement pas d'un voyage d'un week-end. Avec le transfert de Hohmann, il vous faudrait plusieurs années pour atteindre Jupiter. En effet, le transfert de Hohmann consiste à transférer un objet d'une orbite à une autre. Jupiter se trouve sur une orbite plus élevée que celle de notre planète. Ainsi, pour effectuer le transfert, votre fusée devra emprunter une trajectoire qui l'amènera à dépasser l'orbite de notre géante gazeuse. La fusée doit donc accélérer lorsqu'elle se rapproche de Jupiter pour éviter de retomber vers le Soleil, puis ralentir lorsqu'elle dépasse Jupiter pour éviter de s'envoler dans l'espace. C'est un peu comme quand une voiture accélère pour gravir une colline et ralentit pour redescendre de l'autre côté. C'est ainsi que la sonde utilise la gravité de Jupiter pour se mettre en orbite autour de cette planète. Il est difficile de déterminer la distance exacte entre Jupiter et la Terre. Elles tournent toutes deux autour du Soleil en suivant des trajectoires ovales différentes. Parfois, elles sont très proches l'une de l'autre, et d'autres fois, elles sont très éloignées. En bref, elles jouent constamment au chat et à la souris. Mais en moyenne, elles se trouvent à 714 millions de kilomètres l'une de l'autre. Lorsque Jupiter est à sa distance maximale de la Terre, elle se trouve à 967 millions de kilomètres. Cela équivaut à faire 24 000 fois le tour de la Terre. Mais si vous pouviez vous rendre sur Jupiter à la vitesse de la lumière, vous y arriveriez en à peu près 40 minutes. Il y a un engin spatial très rapide dont nous devons parler, la sonde solaire Parker.
Imaginez que vous vous trouviez sur des montagnes russes dernier cri qui se déplacent à des vitesses incroyables et même difficilement concevables. Ces montagnes russes seraient en fait notre sonde solaire Parker, qui se rapproche de plus en plus du Soleil, battant au passage des records de vitesse. Lors de son 10e survol du Soleil en novembre 2021, la sonde solaire Parker a réussi à atteindre une vitesse maximale de plus 586 000 km/h. Cela équivaut à faire le tour de la Terre en quelques minutes seulement. Et écoutez bien, lorsque l'engin en question se rapprochera encore plus du Soleil en décembre 2024, il devrait atteindre une vitesse de 690 000 km/h. Mieux vaut donc manger léger avant de se lancer dans un tel voyage. Imaginons que vous soyez à bord de la sonde solaire Parker et que vous souhaitiez faire un détour pour visiter Jupiter. Si vous pouviez voyager en ligne droite à la même vitesse que cette sonde lors de son 10e survol, il ne vous faudrait que 42 jours pour atteindre Jupiter quand son orbite est proche de la nôtre. À une distance moyenne, cela prendrait environ 51 jours. Vous devez également tenir compte de la durée de votre voyage. Votre fusée peut arriver sur une planète de deux manières, soit en se mettant en orbite autour de la planète, soit en la survolant très rapidement. Si le vaisseau spatial doit se mettre en orbite, il doit ralentir à l'approche de la planète. Imaginez qu'il soit happé par la gravité de la planète et qu'il commence à tourner autour d'elle. Mieux vaut donc ralentir à l'arrivée. Cela signifie qu'il faut brûler beaucoup de carburant supplémentaire et cela rend le voyage plus long. Voici quelque chose d'intéressant. Pour voyager plus vite, nous pouvons utiliser ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. Cela signifie que nous utilisons la gravité des planètes et d'autres objets dans l'espace pour nous donner un petit coup de pouce et accélérer notre précieuse fusée. C'est ainsi que les sondes Voyager ont pu se rendre jusqu'à Saturne et au-delà. Mais même avec une assistance gravitationnelle, il faut encore beaucoup de temps pour voyager vers d'autres étoiles. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à 4,2 années-lumière. Changeons maintenant de méthode pour faire une comparaison avec les exemples précédents. Si nous voyagions à la même vitesse que Voyager 1, il nous faudrait 75 000 ans pour l'atteindre. Si vous préférez vous rendre sur Uranus, sachez que la distance peut atteindre 3 milliards de kilomètres en fonction de l'endroit où se trouvent les planètes sur leur orbite. Voyager 2 a mis environ 9,5 ans pour atteindre Uranus. Mais Uranus est froide, et en tant que géante de glace, elle n'a même pas de véritable surface où atterrir. De toute façon, la majeure partie de la planète est constituée de fluide tourbillonnant. Non seulement vous n'auriez nulle part où atterrir, mais votre fusée aurait du mal à traverser l'atmosphère d'Uranus sans encombre. Les températures et les pressions y sont extrêmes et détruiraient rapidement votre précieux vaisseau. Jupiter, la planète qui tourne le plus vite de notre système solaire, où le jour ne dure que 10 heures. La plus grosse planète de notre système solaire, une géante gazeuse 300 fois plus massive que la Terre. Elle a des anneaux de poussière et des bandes colorées qui s'étendent à sa surface, qui sont en fait des gaz. Et puis, il y a la grande tache rouge. Une tempête massive qui fait rage, un énorme ouragan 2 à 3 fois plus large que la Terre entière. Cette tempête est aussi incroyablement profonde et s'enfonce à 480 km dans l'atmosphère de Jupiter. C'est 40 fois plus profond que la fosse des Mariannes, le point océanique le plus profond de la Terre, et c'est bien plus que ce que les scientifiques avaient d'abord estimé. Les chercheurs spéculent sur la grande tache rouge depuis des centaines d'années déjà. Cette tempête tourne autour de Jupiter dans son hémisphère sud. Au centre de cette tempête géante en rotation, les vents sont relativement calmes. Sur les bords, en revanche, leur vitesse peut atteindre 680 km/h. C'est au moins 2 fois plus rapide que les ouragans les plus puissants de notre planète, qui filent plutôt à 280 km/h. Lorsqu'un ouragan se forme sur Terre, il s'emballe au début, mais tôt ou tard se met à ralentir jusqu'à se décomposer en arrivant sur la terre ferme. Jupiter a un ciel haut de 70 km. Il y a des couches de nuages sous lesquelles les scientifiques pensent qu'il se trouve un océan d'hydrogène liquide. Le noyau de la planète est censé se trouver juste sous cet océan, mais nous ne sommes pas certains de connaître sa composition exacte. D'après ce que nous savons, Jupiter est un monde gazeux, donc dépourvu de surface solide, qui pourrait arrêter la tempête. C'est pourquoi la tache continue de faire rage encore et encore. Les scientifiques ont réalisé que la tempête change constamment de taille. Comparé aux données de 1850,
Elle est plutôt en train de rétrécir en ce moment. La grande tache rouge faisait autrefois 3 fois la taille de la Terre. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas grandi. Mais alors qu'elle rétrécit, la tempête s'élève et change de couleur pour prendre une teinte orange intense, probablement à cause des réactions chimiques qui s'y produisent. De la nouvelle matière remonte du fond de la tempête. La grande tache rouge pourrait continuer à réduire et finir par disparaître dans les 10 à 20 prochaines années. Mais une autre tempête similaire pourrait apparaître ailleurs sur Jupiter si la grande tache rouge venait à disparaître. Cette tempête peut sembler très profonde, mais elle l'est toujours moins que les gigantesques jets de vent qui font rage autour d'elle et la rendent plus puissante encore. Les bandes de vent de Jupiter descendent jusqu'à 3200 km sous le sommet de ces nuages. Jupiter est principalement connu pour les conditions extrêmement venteuses des parties supérieures et inférieures de son atmosphère. La partie intermédiaire s'appelle la stratosphère et nous n'avions aucune idée de ce qui s'y passait jusqu'à récemment. Les scientifiques mesurent généralement la force du vent en observant les nuages et il n'y a pas de nuages dans la stratosphère. Mais lorsqu'une comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter en 1994, les scientifiques ont eu l'occasion d'étudier la structure et la composition de la comète et ses effets sur l'atmosphère de Jupiter. Ils ont découvert des vents incroyablement forts dans la stratosphère avec des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. Jupiter n'est pas la seule planète de notre système solaire à avoir une météo capricieuse. Mars a les plus grandes tempêtes de poussière parmi les 8 planètes. Lorsqu'une telle tempête fait rage, on dirait qu'elle crée une couverture sur toute la planète qui reste des mois. L'une des théories qui tente d'expliquer pourquoi les tempêtes de poussière sont si importantes sur Mars stipule que les particules de poussière en suspension dans l'air absorbent la lumière du soleil et réchauffent l'atmosphère de la planète. Cela crée des poches d'air chaud, celles-ci commencent à s'écouler vers des zones plus froides, générant alors des vents. Ces vents soulèvent la poussière du sol, ce qui réchauffe l'atmosphère, rend les vents plus forts et soulève davantage de poussière. Mars a généralement une atmosphère très fine, principalement constituée de dioxyde de carbone, et les volumes des gaz de l'atmosphère martienne représentent moins de 1% de celui de notre planète. Autrefois, Mars était considérablement plus humide et plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cela signifie que son atmosphère était beaucoup plus épaisse. Elle a créé un fort effet de serre et a piégé la lumière du soleil. Mars a également possédé un champ magnétique assez résistant, tout comme sur Terre. Le champ magnétique de Mars a été créé par des courants de métaux fondus dans son noyau. Mais contrairement à notre planète, l'intérieur de Mars s'est suffisamment refroidi pour désactiver son champ magnétique. Sans lui, elle n'était plus protégée du vent solaire, ce puissant flux de particules qui s'écoule de notre étoile. Il n'a fallu que quelques centaines de millions d'années, ce qui est peu dans le référentiel spatial, pour que le vent solaire dépouille Mars de la majeure partie de son atmosphère. Cela a été rapide parce que le Soleil tournait beaucoup plus vite à ses débuts, si bien que le vent solaire était plus puissant et plus énergique. Et c'est ainsi que Mars est passé d'une planète au climat chaud et humide aux rochers froids et secs qu'elle est aujourd'hui. Mars possède aussi des glaciers intéressants. Ils sont à sa surface depuis des centaines de millions d'années et peuvent nous révéler des secrets sur le passé de la planète. Par exemple, c'est ainsi que nous avons découvert que Mars a connu 6 à 20 périodes glaciaires distinctes au cours des 300 à 800 millions d'années passées. Les satellites ont pris près de 60 000 images de roches de différentes tailles. Elles étaient réparties au hasard sur l'ensemble de la planète. Si Mars avait connu une seule et longue période glaciaire, on aurait trouvé une progression de roches, des plus grandes aux plus petites, car elles s'érodent au fil du temps. Mais les roches étaient réparties en bandes claires de débris sur la surface de ces glaciers. Chaque bande marquait un flux de glace différent, ce qui signifie que chacun d'entre eux s'est formé pendant une période glaciaire différente. Ces glaciers sont comme des capsules temporelles, car ils peuvent avoir toutes sortes de gaz, de roches ou même de microbes piégés à l'intérieur. Cela signifie qu'ils pourraient nous aider à comprendre les changements du climat de Mars et nous dire s'il y avait autrefois une forme de vie sur la planète rouge. En plus, nous n'avons pas besoin de forer profondément sous la croûte pour le découvrir. Tout se trouve à la surface. Si tu pouvais remonter dans le temps, mettons de 4 milliards d'années et visiter la planète rouge, tu verrais probablement des scènes chaotiques d'inondations. Les scientifiques pensent que ces méga inondations se sont produites à cause d'un énorme impact météoritique. À cause de la chaleur dégagée par cet impact, la glace à la surface de la planète a commencé à fondre. Ces inondations ont sculpté de grandes ondulations et des vagues dans la roche sédimentaire dont certaines formations font plus de 9 mètres de haut et sont espacées d'environ 135 mètres. Saturne
a aussi des conditions météorologiques uniques. Les éclairs qui la frappent peuvent être 10 000 fois plus puissants que ceux que nous avons sur Terre. Le vaisseau spatial Cassini de la NASA était en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017. Il a enregistré des éclairs si forts et si intenses qu'on pouvait les voir même en plein jour. Cassini a aussi enregistré les sons de ces orages intenses déchargés dans l'atmosphère de la planète. De temps en temps, Saturne a des tempêtes géantes qui traversent sa surface sur plus de 305 000 km. Elles encerclent presque toute la planète. Sur le pôle nord de Saturne, il y a un énorme hexagone de nuages. C'est un tourbillon de forme assez inhabituelle qui circule à des centaines de kilomètres au-dessus des nuages et s'étend profondément dans la planète. Mais Saturne a aussi un côté paisible. Tout comme Jupiter, Uranus et Neptune, elle a de temps en temps de belles aurores boréales. Les 4 planètes ont une atmosphère dominée par l'hydrogène. C'est pourquoi tu ne peux percevoir ces aurores que dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Ces aurores boréales sont particulièrement brillantes au crépuscule et juste avant minuit. Vénus a une tempête géante qui tourbillonne dans l'atmosphère à son pôle sud. Le tourbillon est aussi grand que l'Europe et il est probablement là depuis très longtemps. L'atmosphère de Vénus se déplace 60 fois plus vite que la rotation de la planète. Vénus est aussi la planète la plus chaude de notre système solaire. Et même la pluie n'apporte aucun soulagement, car elle est composée d'acide sulfurique, qui tombe des nuages et s'évapore avant même d'atteindre le sol. Le Soleil a aussi ses propres colères explosives, sous la forme de puissantes tempêtes solaires. Elles engendrent de fortes radiations et des particules de poussière qui peuvent causer de graves dommages aux satellites qui traquent l'activité de l'astre pour nous avertir en cas de problème. De temps en temps, une tempête solaire démentielle peut nous prendre au dépourvu. Il y a environ 160 ans, une forte éruption solaire a causé de graves problèmes dans les communications télégraphiques mondiales. Il y a environ 30 ans, une éruption solaire a laissé 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. Selon une théorie, une forte activité solaire pourrait avoir causé le naufrage du Titanic. Cela s'est produit la même nuit qu'un fascinant spectacle d'aurore boréale. Certains pensent qu'une tempête solaire a peut-être perturbé les systèmes de communication et de navigation du navire, donnant lieu à l'un des plus grands mystères non résolus de tous les temps. Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui! Mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme. Près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tache rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tache rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète.
Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime, mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la grande tache rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la grande tache rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la grande tache rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Et maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant.
Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent 2700 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans s'évapore dans l'atmosphère. Puis, des vents supersoniques qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1600 mètres par seconde transportent cette vapeur de roche vers la face nocturne de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme d'une pluie rocheuse. Pas vraiment ouf pour y passer des vacances. Il fait trop chaud, je passe mon tour. Tu te trouves donc dans une pièce remplie de gaz explosifs. Une seule étincelle peut provoquer une explosion si puissante que toutes les portes et fenêtres seraient arrachées par une énorme colonne de feu. Et tu tiens une allumette. Il te faut une cible plus grande que cette pièce. Que dirais-tu de la plus grande pièce de gaz explosif de tout notre système solaire? Je te présente Jupiter. C'est la 5e planète en partant du Soleil et la plus grande de notre système. Elle est 11 fois plus grande que la Terre et presque 2 fois et demi plus lourde que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Si on mettait Jupiter sur la balance, il faudrait environ 317 Terres pour trouver l'équilibre. Mais surtout, il y a énormément de méthane dans son atmosphère. C'est le gaz que nous utilisons dans notre cuisine ou avec lequel nous faisons le plein de notre voiture. Et il brûle sans aucun problème. Plus important encore, il y a de l'hydrogène métallique. Dans son état normal, l'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Mais sur Jupiter, il est soumis à une énorme pression, plus de 400 millions d'atmosphères. En comparaison, sur Terre, tu ressens la pression d'une atmosphère. Multiplie donc ce chiffre par 400 millions et cet hydrogène est tellement comprimé qu'il ressemble à du métal liquide. L'hydrogène métallique peut être un excellent carburant. Il dégage 20 fois plus d'énergie que la combustion d'hydrogène classique. Donc toi et ton allumette pouvez vous amuser comme des fous. Ok, c'est parti. Le premier problème est la distance. Jupiter est seulement à une planète de nous, mais notre chemin est aussi bloqué par une ceinture d'astéroïdes derrière Mars. Elle est pleine de débris de roches géantes. En moyenne, chaque astéroïde peut être aussi large que la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Il y a même des roches de la taille d'un État entier. Et le plus gros astéroïde de tous est Cérès. Il est presque aussi large que l'Alaska. Il est même considéré comme une planète naine. Ce dangereux voyage vers Jupiter prend environ 650 jours. C'est presque 2 ans d'ennui dans un vaisseau spatial. En comparaison, la plus longue période que les astronautes ont passée à bord d'un vaisseau spatial est de 84 jours. Mais nous te laisserons prendre ta collection de DVD préférés et quelques sacs de pop-corn. À la fin de la journée, tu pourras dormir un peu après une dure journée de travail. Avance rapide de 2 ans dans le futur et voilà, tu es arrivé à destination. Tu t'imagines déjà en train de craquer une allumette à la surface de Jupiter pour la faire exploser comme un ballon. Oh, fais attention quand tu t'en approches. En raison de son poids, Jupiter possède une forte force gravitationnelle, environ 3 fois plus forte que celle de la Terre. Plus tu t'approches de sa surface, plus tu te sens faible et tu peux à peine te tenir sur tes pieds. Le poids maximum que tu peux soulever ici est également 3 fois moins élevé, et même l'allumette que tu tiens dans ta main te semble déjà plus lourde. Tu essaies de sauter en l'air, tu dois faire plus d'efforts. En fait, tu ne peux même pas y parvenir, car Jupiter est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide. Théoriquement, plus tu plonges dans ces nuages, plus tu ressens de la pression. Petit à petit, les nuages et les gaz s'épaississent et forment une sorte de liquide. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Le méthane est un gaz léger et il est plus proche de la surface. Et enfin, c'est le moment de vérité.
Tu prends une allumette, tu la frottes contre la boîte et... rien ne se passe. Bien, essayons encore une fois. Deuxième allumette, troisième, toujours rien. Ok, tu as un brûleur à gaz dans ton sac à dos, tu dévisses la valve au maximum et... rien ne se passe à nouveau. Eh bien, c'est parce qu'il faut 3 composants pour démarrer un processus de combustion. Le premier est le combustible. Heureusement, il y a assez de méthane et d'hydrogène métallique sur Jupiter pour faire exploser la planète entière en quelques secondes. Le deuxième composant est la source d'allumage. C'est la force initiale qui va lancer le processus de combustion. Il peut s'agir d'une étincelle, d'une décharge électrique ou d'une allumette, comme celle que tu tiens dans ta main. Et le dernier ingrédient est l'oxygène. Oui, le même oxygène que nous respirons. Il est tout aussi important pour le feu que le combustible lui-même. Pour faire l'expérience, allume une petite bougie. Couvre-la avec un verre. Tu vois comment le feu continue de brûler pendant quelques secondes, puis s'éteint ? Le combustible est toujours là, mais le feu a consommé tout l'oxygène contenu dans le verre et le processus de combustion est terminé. La même chose se produit sur Jupiter. Il ne peut pas y avoir de feu, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et tu n'as pas besoin de voler jusque là-bas pour t'en rendre compte. Depuis la Terre, on peut voir des centaines de milliers de petits météorites tomber sur Jupiter. C'est la faute de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve à côté. Quand il frappe son atmosphère, il commence à brûler, et ça ne fait pas exploser la planète entière sur le champ. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un moyen d'enflammer cette planète gazeuse géante. Tout ce que tu dois faire, c'est déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne sur la planète. Il y aura alors une explosion si puissante qu'elle sera visible depuis la Terre, et ce sera comme la naissance d'une nouvelle étoile. Pour cela, il faut faire exploser un réacteur nucléaire comme ceux qui nous fournissent de l'électricité ici sur Terre. En fait, nous devrions envoyer tout ce que nous avons sur Jupiter, mais même comme ça, ça ne sera pas suffisant. Lorsque les gros astéroïdes frappent la planète, ils provoquent une explosion beaucoup plus importante. En 2009, une météorite de la taille de 5 terrains de football a frappé Jupiter. Elle a provoqué une explosion qui équivaut à 5 milliards de tonnes de TNT. Cet incident a laissé une tache noire de la taille de l'océan Pacifique. Et une explosion encore plus grande est arrivée en 1994. Après cette collision, il y a eu une tache géante sur Jupiter, presque de la taille de notre planète. Mais les vents et les tempêtes ont rapidement balayé les traces de l'explosion. Après quelques semaines, Jupiter était redevenu normal. Le problème est que nos tentatives pour faire exploser la géante gazeuse ont eu lieu à la surface de la planète. Or, nous devons placer une charge de la taille de la Lune dans les profondeurs. Une énorme explosion provoquera une réaction thermonucléaire et fera exploser l'hydrogène métallique. Le processus d'explosion est enclenché et en quelques secondes, Jupiter explose comme un ballon géant. Mais ce spectacle sera le dernier que l'humanité verra. L'explosion va perturber les orbites normales de la Terre et des autres planètes. La trajectoire de la Terre autour du Soleil pourrait changer, et nous pourrions voir l'aube non pas à l'est, mais de n'importe quel autre côté du monde. Quand le puissant vent de l'explosion atteindra la Terre, il commencera à balayer notre atmosphère. Bientôt, notre planète perdra sa couche d'ozone. Elle est le bouclier qui nous protège des radiations solaires. Dans cette situation, nous devrons nous cacher sous terre pour le restant de nos jours. Mais même cela ne pourra pas nous protéger. Avant peu, la Terre sera bombardée de milliers de météorites. Jupiter était si lourd qu'il maintenait la ceinture d'astéroïdes en place. Sans lui, ces derniers commenceront à voler vers nous. La Terre ressentirait une pluie constante de météorites. Mais il n'y aurait plus personne sur Terre pour l'observer. L'explosion de Jupiter peut être comparée à une supernova. En fait, Jupiter est pratiquement une étoile. Si elle était juste un peu plus grosse et plus lourde, elle commencerait à rétrécir. La forte pression exercée sur le noyau de la planète déclencherait des réactions thermonucléaires. Finalement, Jupiter se transformerait en naine brune. Et elle serait 50 fois plus lourde qu'elle ne l'est maintenant. Mais comme elle n'a pas assez de poids pour faire cela, Jupiter est parfois appelée une étoile ratée. Peut-être devrions-nous visiter d'autres planètes gazeuses de notre système solaire et essayer de craquer notre allumette là-bas. Saturne. L'atmosphère de Saturne est similaire à celle de Jupiter, mais ici non plus, il n'y a pas d'oxygène pour la combustion. Donc tout ce que tu as à faire est d'admirer les magnifiques anneaux de la planète et de passer à autre chose. Eh bien, Uranus et Neptune sont beaucoup plus petits, et elles n'ont pas d'hydrogène métallique, donc leur explosion ne serait pas aussi forte. Mais tu ne pourrais toujours pas les enflammer avec une allumette, car il n'y a pas d'atmosphère pleine d'oxygène.
Mais il y a une planète où tu pourrais allumer un feu avec ton allumette. C'est GJ 1132b et elle est à 39 années-lumière. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait contenir de l'oxygène, bien que ce ne soit pas une géante gazeuse avec des gaz combustibles dans son atmosphère. Mais tu peux toujours t'asseoir sur son sol rocheux et faire un feu pour admirer un singulier coucher de soleil.